de tâches liées à l'aide, mais aussi à faire à des tâches qui étaient inhabituelles, donc des tâches par exemple des tâches infirmières comme ça a été pointé dans l'étude, qui n'étaient normalement pas faites par les aidants, mais qui ont dû le faire parce que faute de, enfin, il fallait les faire et qu'avec personne d'autre pour être disponible, avec évidemment, on en parlait aussi, un manque de formation et de préparation, parce que tout ça a été installé en une semaine montre en main, même pas, et donc du coup du jour au lendemain, il fallait prendre tout ça en charge, trouver le matériel, et sans pour autant avoir l'expertise donnée, tout en maintenant les activités, les routines, et même en palliant à l'annulation des activités. Donc effectivement, tous les centres d'accueil, la plupart des centres d'accueil étaient fermés. Il faut quand même s'occuper de la personne aidée, il faut les fournir des activités, etc. Donc il a fallu quand même pallier à tout ça, et ce qui amène évidemment à moins de temps pour soi, mais aussi à plus de temps ensemble. Donc il y a évidemment toujours ce pendant qui arrive ici, c'est qu'il y a eu plus de partage des tâches entre les gens qui étaient à la maison. Il y a présence de plusieurs aidants, parce qu'effectivement, certes, il y a eu du télétravail, mais pour autant, il y avait quand même plus de gens disponibles à la maison. Pas toujours, évidemment, mais dans beaucoup de cas. Moins de trajets, on en a parlé effectivement pour les déplacements, mais c'est aussi, on passe moins de temps à simplement aller au travail, parce que oui, le temps qui est gagné entre son lit, si je puis dire, et son ordinateur, c'est du temps qu'on pouvait passer aussi avec la personne aidée et à passer du temps ensemble. Et enfin, plus de proximité, parce que plus de temps ensemble, quand même plus de proximité. Dans le cas, je vais un petit peu accélérer parce qu'il me reste 2 minutes, je vois. Dans le cas des aidés qui étaient en institution, il a fallu évidemment limiter les contacts parce que beaucoup d'institutions étaient fermées et certaines le sont encore à l'heure actuelle. Mais ce qui a amené évidemment à aussi une nécessaire créativité, c'est-à-dire de créer des nouveaux dispositifs, d'utiliser des dispositifs qui existaient déjà, en tout cas pour développer des nouvelles solutions créatives pour garder le contact et essayer que ça se passe pour le mieux possible chez les aidants. Mais donc j'arrive à la conclusion pour dire en fait que d'un point de vue de recherche, donc, parce qu'ici c'est en fait basé sur des éléments de recherche, mais toutes les conclusions n'ont pas encore été tirées, vous le soupçonnez bien. On pointe l'étude ici qui vient d'être faite, on manque encore aussi de recul sur ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est que le confinement, dans sa nature extrême, si je puis dire, a eu ce don de révéler des choses existantes. C'est-à-dire qu'en fait, les choses que j'ai dites ici ne sont en soi pas vraiment surprenantes, dans la mesure où elles pointent les fragilités qui étaient déjà existantes en termes de disponibilité des services d'aide, d'isolement des personnes aidées, aidantes et aidées, des problèmes financiers et surtout d'incompréhension. Et toujours avec cette idée de vécu individuel différent. Comme l'a montré l'étude que vous avez faite, il y a des cas qui peuvent totalement diverger parce qu'un même confinement amène à des conséquences totalement différentes pour beaucoup de personnes ici. Et donc le confinement a été une opportunité. Donc c'est une opportunité de renforcer le soutien informel. Pour ceux qui étaient présents, en fait, de comprendre ce que ça pouvait demander comme temps d'être aidant. Ça n'a pas toujours été le cas, évidemment, mais dans le cas où ça s'est présenté, c'était le cas. D'intégrer des nouvelles technologies, je parle ici de télécommunications, mais il y a eu des groupes qui se sont formés en ligne de soutien entre les aidants. Il y a aussi quelque chose qui, en Belgique, c'est pas encore tip-top, mais en tout cas, c'est les aspects de télémédecine, c'est-à-dire faire effectivement des consultations en ligne pour garder en fait le contact avec les professionnels de santé via des moyens technologiques. Donc c'est quelque chose qui, en tout cas, dans la littérature scientifique, dans les faits peut-être pas, mais dans la littérature scientifique, c'est quelque chose qui est ressorti comme une opportunité qui est faite justement de pouvoir aller plus loin dans les consultations en ligne, que ce soit des consultations de routine ou des choses plus aiguës, mais en tout cas de justement pouvoir utiliser ce confinement comme justement un tremplin pour développer ces technologies. Développer des nouvelles routines, parce que ça c'était plus par rapport aux aspects de livraison de repas, etc. qu'on avait vu, c'est en fait découvrir des services qui étaient accessibles mais qu'en fait on ne connaissait pas et qui ont pu être justement utilisés dans ce cadre-ci. Et enfin mettre en évidence l'importance des acteurs au quotidien, comme on le voit aussi dans cette journée, c'est de pointer que les aidants sont des acteurs capitaux dans le maintien des personnes aidées à domicile. Mais c'est surtout, si je puis me permettre, c'est une inconnue. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a vu ça, on fait des études là-dessus, mais en fait, on ne sait pas où on va. On ne sait pas comment est-ce que la situation sanitaire va évoluer, et on ne sait pas quels sont encore à l'heure actuelle les impacts sur le long terme que ça peut pouvoir laisser, autant positif que négatif, parce qu'il y a également beaucoup de
comme je l'ai pointé au début, beaucoup de points positifs à ce confinement d'un point de vue de rapprochement, d'un point de vue pouvoir passer du temps, etc. Mais pour autant, ici, on ne sait pas vers quoi on va. Et la recherche, parce qu'ici, moi, on m'avait demandé de faire une synthèse de la recherche, mais la recherche ne s'est pas encore statuée sur ce qui s'est passé au final. Donc ça, effectivement, il faudra avoir du recul là-dessus, avec le temps, et surtout de se dire, pouvoir tirer les leçons, parce que, bon, espérons qu'un confinement à la dure ne se reproduise pas, mais surtout de dire, voilà, on a fait ces recherches-là, on a vu ces résultats-ci, qu'est-ce qu'on peut en retirer, en quoi on peut utiliser ça comme tremplin pour la suite, pour un meilleur accompagnement des aidants. Et voilà, ça c'était ma petite métaphore. C'est sur la métaphore du masque à oxygène, et puis je termine. Mais c'est parce que mes travaux sur l'épuisement ont pointé qu'en fait, un aidant épuisé ne peut pas remplir pleinement sa tâche d'aidant. C'est-à-dire qu'il y a beau avoir beaucoup de bonnes intentions de vouloir être aidant, de faire tout au mieux, mais finalement, à vouloir trop bien faire, on finit par se mettre soi-même en danger et ne plus pouvoir, in fine, faire les tâches qu'on voulait faire. Et donc, il ne faut pas hésiter, beau lapsus, il ne faut pas hésiter à prendre soin de soi-même pour pouvoir, in fine, prendre soin des autres. Voilà, merci. Merci beaucoup Pierre. Je pense que tes constats ont parlé aux aidants qui sont là. En tout cas, en tant qu'aidante, ça m'a parlé beaucoup. Voilà. On va passer aux questions. Je pense qu'il n'y a pas de questions Facebook pour l'instant. Là-bas au bout, Amandine, tu peux t'en occuper, s'il te plaît? Alors, quel risque d'épuisement des aidants plus jeunes, enfants, ados? Certains sont-ils accrus ou au contraire moins importants? Comment renvoyer le positionnement à la famille et à l'aidant la demande d'aide externe? Okay. Il y a plusieurs éléments ici et je vais donner une réponse académique, on va dire, qui ne va pas trancher. C'est-à-dire que en fait, les jeunes aidants, donc c'est quelque chose... Et la SBL Jeunes Aidants Proches fait un travail très intéressant d'ailleurs dans cette direction de sensibilisation et de mettre le projecteur en fait sur cette population particulière parce que c'est vraiment quelque chose à part. Être jeune aidant, c'est à nouveau on parlait du sandwich de responsabilité, c'est aussi avoir des casquettes totalement différentes. Je ferai le parallèle en fait avec les aidants travailleurs dont on parlait tout à l'heure. Les jeunes aidants font face à des défis particuliers, des défis personnels d'un point de vue évidemment parcours de vie, d'être à un moment de la vie où on n'a peut-être pas que ça à faire, mais où en même temps on est dans la situation et ça apporte énormément. Mais pour autant, on a aussi des ressources et des défis qui sont différents des adultes. Donc, ma réponse serait de dire, les jeunes aidants doivent faire l'objet d'une attention particulière dans la mesure où c'est une période de transition, parce que c'est de toute façon difficile. Pour autant, ils ont parfois beaucoup plus de ressources sociales que les adultes. Que ce soit par les amis, que ce soit par les professeurs à l'école, ça se passe parfois mal, mais ça se passe parfois très bien aussi. Je pense qu'il faut être particulièrement vigilant parce que, à nouveau, c'est aussi ce défi d'avoir plusieurs casquettes en fait. C'est-à-dire, on est enfant, on est pré-adulte, on est apprenant, on doit faire des choix sur sa vie, on est aidant, on n'est parfois pas toujours aidant, on est parfois ce que les psychologues appellent aussi parentifié, donc c'est-à-dire qu'on doit faire des tâches on n'était pas censé les faire vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis d'un proche. Donc il faut être particulièrement vigilant, mais je ne dirais pas que les jeunes aidants sont particulièrement à risque, mais il faudrait surtout être et c'est ce que les recherches de l'ASBL Jeunes Aidants ont pointé, c'est qu'il y a aussi un manque d'identification personnelle en fait de sa situation de jeune aidant. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas normal entre guillemets, même si ça apporte beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on s'ajoute d'être aidant. Et donc on devrait pouvoir avoir un soutien particulier vis-à-vis de ça. Donc c'est une réponse qui ne tranche pas. De Normand. De Normand, c'est ça le terme que je cherchais, merci. Une autre question? Mais tant que Geneviève marche, je dirais que c'est la même chose pour les aidants au travail. En fait. Les aidants au travail ont un défi assez comparable. Il n'y a pas évidemment l'aspect de choix de parcours de vie, etc., que peuvent avoir
les enfants. Mais être aidant travailleur n'est pas systématiquement associé à un risque plus important ou un risque moins important. C'est juste que c'est une situation différente. On a plus de contacts sociaux, mais on a plus de stresseurs aussi, mais on a moins de stress financier. Donc c'est aussi à nouveau un pendule qui se fait un petit peu entre deux pôles difficiles à... Voilà. Une question ici, quelle est la proportion des aidants cohabitants et des non-cohabitants? Et est-ce que cela dépend de l'aide apportée, par exemple dans le domaine du handicap, des personnes âgées, problèmes de santé mentale, etc. C'est une excellente question. Je dois avouer que je n'ai pas les chiffres précis, parce que j'ai les chiffres que nous avons dans les études que nous avons faites, mais qui ne sont pas pour autant représentatifs de la situation dans l'ensemble. Dans les études que nous on a faites, on a en général un peu plus que 50% qui sont aidants au sein du même foyer, mais en prenant en compte qu'effectivement c'est aussi, parmi ceux-ci, ce sont des aidants, des parents aidants, ce qu'on appelle donc effectivement qui aident un enfant avec un handicap ou un problème spécifique, et du conjoint. Donc en fait, c'est pas systématiquement prendre la personne à la maison, mais c'est en fait déjà avoir la personne à la maison et s'en occuper. Donc peut-être Sigrid, tu veux rajouter quelque chose? C'est ce que j'allais dire. Déborah, tu me corriges, mais il me semble que c'est une donnée évidemment par rapport aux aidants qui ont répondu à l'enquête, mais qu'on a questionné. C'est est-ce que l'aidant vit avec le proche qui l'aide? Alors j'ai plus les chiffres, je pense qu'on ne les a pas exposés. Mais voilà, voilà. C'est quand même un échantillon finalement de 1000 aidants proches à l'échelon national, enfin donc c'est quand même un bel échantillon. Pendant que les chiffres sont cherchés, ah ben voilà, ils sont trouvés. Alors, c'est moins élevé que ce que je pensais. Donc, en Belgique francophone, 59% des personnes aidées vivaient avec leur aidant proche avant le confinement et c'est passé à 66% pendant le confinement. Et côté flamand, on était à 42% et on bascule sur 45%. Ouais. Non, si je me souviens bien aussi des personnes qui ont répondu en Flandre, il y avait plus de personnes âgées. Non? Oui, tout à fait. Ça aussi, Ouais. Juste une dernière question, malheureusement, Geneviève. Une question sur quelles seraient les pistes de prévention à développer par rapport à ces aidants, notamment en termes de psychoéducation. Et est-ce que, quelque part, on pourrait utiliser la porte d'entrée de la prévention avec des approches différenciées? Par exemple, on parle d'aidants proches sauveurs, qui peut être amené à sacrifier sa vie ou à réparer quelque chose. Est-ce que ce serait pertinent, dans le cadre d'une prévention possible, d'avoir une prévention adaptée à des profils spécifiques d'aidants? C'est difficile, évidemment, parce que je réponds par la fin, d'abord. Avoir des interventions ciblées, évidemment, ça demande énormément de moyens. Donc l'idéal, effectivement, c'est de pouvoir faire des interventions qui correspondent à chaque profil, je dirais, d'aidant. Le souci à l'heure actuelle, c'est que ça reste quand même fort cloisonné vis-à-vis de la pathologie. Déjà de base, que ça reste le dénominateur de base, en fait, c'est la pathologie de la personne aidée. Et que tout se construit un petit peu autour de ça. Donc heureusement, il y a des services associatifs et certaines institutions qui peuvent faire autrement. Mais pour autant, ça définit quand même ce qui se passe. Dans la littérature scientifique, la plupart des recherches se font sur les aidants de personnes avec démence, les aidants de personnes avec un cancer, etc. Donc, la psychoéducation, ça fonctionne, et en général, ça fonctionne, ça ne rend pas des effets énormes, mais c'est déjà effectivement une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée dans la mesure où c'est aussi légitimer la potentielle souffrance qu'on peut avoir en tant qu'aidant, d'abord, en fait, et ensuite donner des outils. Mais je dirais d'abord, la première chose, identifier je suis aidant, donc je suis un profil particulier, entre guillemets. Deuxième chose, être aidant peut amener à de la souffrance, et ce n'est pas anormal de souffrir d'être aidant. C'est là que le parallèle avec le burn-out parental se fait. Et troisième chose, je suis toujours en cadre. Et troisième chose, alors oui, il faut donner des outils. Et des outils, moi j'ai évidemment ma casquette de psy, qui dira c'est effectivement de la meilleure gestion des émotions, c'est de la meilleure gestion de ces attentes qu'on se met à soi-même, de qu'est-ce qu'on doit faire impérativement, d'être toujours au top dans sa prise en charge, etc. Et en même temps de se donner le droit de souffler. Donc c'est ça ma recommandation de psychoéducation, c'est de dire rester humain, en fait, de dire voilà, on a tous des difficultés. C'est normal de prendre un break, de prendre des vacances. Pardon.
C'est normal de prendre des vacances au travail. Prendre des congés ou des répits en tant qu'aidant, c'est pas toujours systématique. On est en train de faire une étude justement là-dessus sur le recours au service de répit. Souvent, c'est pas une solution qui est envisagée automatiquement de dire ben, ça va pas, je vais prendre du répit, parce que c'est vraiment encore tout à fait autre chose et ça, au-delà des aspects organisationnels, de disponibilité, etc., de services de répit, il y a aussi tout un aspect personnel de culpabilité de dire ben non, c'est pas, c'est moi qui dois m'occuper de la personne que j'aide, je ne sais pas pourquoi même 3 jours, je ne vais pas prendre des vacances de ma femme par exemple. Donc c'est aussi ça qui peut apparaître comme idée, c'est de dire ben non, c'est ma mère, je ne vais pas prendre des vacances de ma mère. Enfin, sauf la mienne. Mais donc, voilà, pardon. Je vais... Non, c'est moi. Je vais malheureusement devoir arrêter là. J'ai le mauvais rôle. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Encore une fois, n'hésitez pas à déposer vos questions que vous n'avez pas pu poser dans les urnes à votre disposition. Peut-être petite précision. Nous allons aller manger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun à sa place, je ne vais pas le répéter, voilà. Pour celles celles et ceux qui le désirent, il y a quelques repas prévus végétariens qui sont à disposition au niveau du buffet.